Au moment où vous utilisez l'eau dans la salle de bain et que vous subissez soudainement une décharge électrique, votre disjoncteur devient inutile. En effet, un disjoncteur standard est conçu pour détecter les surcharges et non le courant de faible intensité qui vous met réellement en danger. Mais le danger ne représente que la moitié de l'histoire. Lorsque les températures chutent à près de moins 10 degrés, de nombreux chauffe-eau commencent à défaillir d'une manière différente. Le rendement s'effondre, les pertes d'énergie augmentent fortement et les performances deviennent peu fiables. Tous ces risques prennent naissance au moment où l'énergie change de forme. Commençons par le chauffe-eau à gaz. Un chauffe-eau à gaz fonctionne presque comme une chaudière. Dans sa partie supérieure se trouve un échangeur de chaleur, généralement fabriqué en cuivre afin d'assurer un meilleur transfert thermique, autour duquel des tuyaux d'eau sont enroulés en forme de boucle. Ici, la source de chaleur est le propane ou le gaz naturel. Le gaz est acheminé vers le brûleur et dès qu'il l'atteint, la flamme est allumée à l'aide d'un allumeur. Ces flammes atteignent l'échangeur de chaleur, où les plaques installées à l'intérieur commencent à chauffer. Cette chaleur se diffuse dans l'ensemble de l'échangeur et est ensuite transférée à l'eau circulant dans les boucles, ce qui permet de chauffer l'eau. Cependant, il est essentiel de comprendre un point important ici. Toute l'énergie produite par les flammes n'est pas transmise à l'eau. Une quantité significative d'énergie est perdue et s'échappe directement vers l'extérieur. C'est pourquoi le rendement des chauffe-eau à gaz se limite généralement à environ 60 à 70%. Bien que les chauffe-eau à gaz soient équipés de capteurs et de systèmes de contrôle, ils sont néanmoins considérés comme les plus dangereux. Lorsqu'un appareil est installé à l'intérieur d'une salle de bain, la combustion du gaz produit du monoxyde de carbone et les flammes consomment également l'oxygène, ce qui rend une présence prolongée dans la salle de bain risquée. De plus, le propane et le gaz naturel sont en eux-mêmes hautement dangereux et en cas de fuite, le risque augmente considérablement. Par ailleurs, dans les régions où les températures descendent en dessous de 0 degré, les performances de l'alimentation en gaz peuvent se dégrader, ce qui complique le fonctionnement des chauffe-eau à gaz. C'est pour cette raison que les chauffe-eau électriques sont arrivés sur le marché comme la deuxième option, considérée comme peu sûre. Ils peuvent fonctionner avec un rendement de 90 à 98% et quelle que soit la baisse de température extérieure, ils continuent de fonctionner correctement, tant que l'eau reste à l'état liquide et ne gèle pas. Si nous ouvrons un chauffe-eau électrique pour l'examiner, la première chose que nous remarquons est son enveloppe extérieure métallique. À l'intérieur de cette enveloppe se trouve une mousse isolante qui agit comme un bouclier thermique et empêche la chaleur de s'échapper une fois que l'eau a été chauffée. Une fois cette mousse retirée, un réservoir en acier doux apparaît à l'intérieur, dans lequel l'eau est chauffée. L'élément qui attire immédiatement l'attention est la résistance chauffante installée dans la partie inférieure. Lorsque cette résistance est retirée, elle ressemble exactement à une simple résistance électrique d'immersion. Cependant, à l'intérieur d'un chauffe-eau, elle est installée avec des dispositifs de sécurité appropriés. Le point essentiel à comprendre ici est la raison pour laquelle elle est fabriquée sous forme de spirale, plutôt que sous une forme droite. Si nous ouvrons cette spirale et l'examinons, nous constatons qu'elle contient un fil très fin en alliage de nichrome. Autour de ce fil, une poudre d'oxyde de magnésium est compactée. Cet alliage de nichrome est également disposé sous forme de spirale. Lorsque l'alimentation électrique est appliquée aux deux extrémités de cette spirale, elle commence à chauffer. En revanche, si cette même spirale est fabriquée en cuivre ou en aluminium et que l'on applique une alimentation électrique, elle chauffera également. Mais des étincelles apparaîtront et un défaut se produira, car la phase et le neutre se retrouvent directement connectés. Dans le cas du nichrome, la connexion est similaire, mais au lieu de produire des étincelles, elle génère de la chaleur. La raison principale derrière ce phénomène est la résistance électrique. Lorsqu'un métal présente une résistance élevée, il ne permet pas au courant de circuler facilement, ce qui entraîne une élévation de la température du fil. Plus la résistance est élevée, plus la température du fil augmente. L'alliage de nichrome offre une résistance élevée et pour l'augmenter davantage, il est façonné en boucle, ce qui accroît sa longueur et donc sa résistance globale. L'alliage de nichrome est capable de supporter des températures très élevées. À l'inverse, le cuivre et l'aluminium présentent une résistance très faible
ce qui explique pourquoi ils sont utilisés dans le câblage domestique, afin que l'électricité ne soit pas dissipée sous forme de chaleur, mais utilisée pour un travail utile. Prenons maintenant un exemple. Imaginez que l'on place cette même résistance chauffante directement à l'intérieur d'un chauffe-eau, que l'on remplisse celui-ci d'eau et que l'on mette l'appareil en marche. Vous constaterez que l'eau chauffe, mais dès que vous touchez l'eau, vous recevrez une forte décharge électrique. Le courant entre par ce côté et atteint ce point. À partir de là, le courant devrait traverser la spirale, mais comme la résistance du fil est très élevée, le courant emprunte un chemin plus court et complète son circuit directement à travers l'eau. Une partie du courant continue néanmoins de circuler dans la spirale, ce qui explique pourquoi l'eau continue à chauffer. Et c'est exactement ce qui se produit à l'intérieur d'un chauffe-eau. En réalité, l'alliage de nichrome est placé à l'intérieur d'un tube en acier et de l'oxyde de magnésium est compacté autour de celui-ci afin que la spirale ne soit pas en contact avec le corps du tube. Cependant, avec le temps, les minéraux présents dans l'eau commencent à se déposer sur ce tube métallique et forment une couche solide, appelée entartrage. À cause de cet entartrage, cette couche empêche la chaleur de la résistance chauffante de se dissiper vers l'extérieur, ce qui provoque une surchauffe excessive du fil de nichrome à l'intérieur. Ce cycle se répète continuellement. À mesure que l'entartrage augmente, l'eau met de plus en plus de temps à chauffer, ce qui maintient l'alliage de nichrome à une température élevée pendant une durée plus longue. Progressivement, des fissures commencent alors à apparaître dans le tube extérieur. À travers ces fissures, l'eau pénètre à l'intérieur. Dès que l'eau atteint l'intérieur du tube, elle trouve un chemin direct pour le courant électrique et celui-ci se propage dans l'ensemble de l'eau contenue dans le chauffe-eau. Enfin, il est toutefois possible d'assurer une protection contre ce danger. Si vous observez les broches de la prise du chauffe-eau, la troisième broche est reliée au corps métallique de l'appareil. Lorsque cette broche est connectée à une mise à la terre correcte, le courant excédentaire s'écoule directement vers la terre. Dans ce cas, même si une faible quantité de courant est présente dans l'eau, vous pouvez éventuellement la ressentir, mais elle ne sera pas suffisamment dangereuse pour représenter un risque pour la vie. À l'intérieur du chauffe-eau, un thermostat est installé dans le tube et surveille en permanence la température de l'eau. Lorsque la température de l'eau atteint environ 60 à 70 degrés, il coupe automatiquement l'alimentation de la résistance chauffante. En réalité, un thermostat contient deux bandes métalliques, par exemple en laiton et en acier, qui se dilatent différemment en fonction de la température. Lorsqu'elles sont chauffées, l'une se dilate davantage que l'autre, ce qui provoque la courbure de la bande et la mise en tension d'un ressort. Sous l'effet de la chaleur de l'eau à l'intérieur du chauffe-eau, cette bande métallique se courbe, actionne le mécanisme et coupe le circuit électrique, ce qui éteint le chauffe-eau. Dès que l'eau se refroidit, la bande revient à sa position initiale, le contact est rétabli et le chauffe-eau se remet en marche. Cependant, un thermostat reste un dispositif mécanique et il peut tomber en panne. S'il ne coupe pas l'alimentation de la résistance, l'eau commence à se transformer en vapeur. La pression à l'intérieur du réservoir augmente et le chauffe-eau peut même éclater. C'est pour cette raison qu'une soupape de sécurité est installée à proximité de la vanne d'entrée. Dès que la pression augmente, cette soupape est poussée et l'eau commence à s'écouler vers l'extérieur. Comprenez un point essentiel. Lorsque l'eau est froide, ces molécules restent proches les unes des autres. Dès qu'elles reçoivent de l'énergie, elles commencent à vibrer, s'écartent et leur densité diminue. L'eau froide, présente dans la partie supérieure, a une densité plus élevée, ce qui signifie qu'elle est plus lourde et elle commence donc à descendre vers le bas. À l'inverse, l'eau chaude, dont la densité est plus faible, remonte vers le haut. De la même manière, à mesure que l'eau se réchauffe, elle monte naturellement vers le haut. C'est pourquoi le tuyau de sortie est installé dans la partie supérieure, afin que l'eau chaude puisse s'écouler en continu. Vous avez peut-être remarqué que la conduite d'arrivée d'eau est courbée d'une manière spécifique. Cela empêche l'eau froide provenant de l'extérieur de se mélanger directement à l'eau chaude située dans la partie supérieure. Le deuxième point important est que le chauffe-eau reste toujours rempli d'eau, car faire fonctionner une résistance chauffante sans eau peut être extrêmement dangereux.
En tenant compte de cet aspect de sécurité, les chauffe-eau solaires sont ensuite apparus sur le marché. Dans un chauffe-eau solaire, l'énergie thermique obtenue à partir du rayonnement solaire est transférée directement à l'eau. Ici, l'énergie ne passe pas d'une forme à une autre. Si nous retirons un tube de ce chauffe-eau solaire et que nous l'examinons, nous découvrons qu'il contient deux couches internes, toutes deux fabriquées en verre borosilicaté. La couche extérieure est suffisamment robuste pour résister à la pluie, à la chaleur et au froid, tout en laissant passer facilement la lumière du soleil. Entre ces deux couches se trouve un vide qui permet de piéger à l'intérieur l'énergie thermique reçue du soleil. Ce tube est complètement scellé et n'est ouvert que d'un seul côté afin de permettre l'entrée et la sortie de l'eau. Des ailettes installées à la base assurent une répartition homogène de l'énergie thermique à l'intérieur du tube. En raison du vide présent entre les deux couches, l'énergie lumineuse atteint la couche interne. Comme cette couche interne est remplie d'eau, l'énergie thermique issue du rayonnement solaire est directement transmise à l'eau. Le verre permet à la chaleur d'entrer, mais il n'est pas aussi bon conducteur que le métal. C'est pourquoi une fine couche d'aluminium ou de cuivre est appliquée sur la surface de la couche interne. Dès que la lumière du soleil frappe cette couche métallique, les électrons commencent à vibrer sous l'effet de l'énergie reçue. En raison de la forte conductivité du métal, sa température augmente rapidement. Cette chaleur traverse ensuite le verre et est transmise à l'eau, ce qui provoque le réchauffement progressif de l'eau. Cette couche métallique empêche également la chaleur de l'eau de s'échapper vers l'extérieur. En raison de la présence du vide, ce type de tube est appelé capteur à tube sous vide. Ce système peut chauffer l'eau jusqu'à 60 à 70 degrés et reste efficace même en cas de faible ensoleillement, car il retient à l'intérieur toute l'énergie thermique qu'il reçoit. Grâce à cette énergie thermique, l'eau se réchauffe et s'accumule en continu dans le réservoir de stockage. Si vous avez observé attentivement, ce système est presque totalement sûr. Cependant, dans les pays où les températures sont extrêmement basses, l'eau présente à l'intérieur du tube peut geler. Dans ce type de situation, la conception du tube reste identique, mais au lieu de l'eau, un tube en cuivre ou en aluminium est installé à l'intérieur. Ce tube est rempli d'un liquide à base d'alcool ou d'un fluide frigorigène qui ne gèle pas, ce qui lui permet de fonctionner même à des températures pouvant descendre jusqu'à moins 15 degrés. Cette technologie est appelée la technologie à caloduc des capteurs à tube sous vide. Lorsque la lumière du soleil chauffe ce liquide, celui-ci se transforme en vapeur, monte vers le haut et atteint le réservoir. Autour de ce tube, à l'intérieur du réservoir, se trouve de l'eau qui se réchauffe progressivement, tandis que le liquide contenu dans le tube perd sa chaleur et commence à se refroidir. Dès que ce liquide se refroidit, il redevient liquide, redescend vers le bas, puis se réchauffe à nouveau sous l'effet du rayonnement solaire et remonte vers le haut. De cette manière, le cycle se poursuit en boucle fermée. Les chauffe-eau solaires à tube sous vide peuvent ne fonctionner avec un rendement d'environ 70 à 80 %. Mais si vous recherchez le niveau absolu de référence en matière de sécurité et d'efficacité, il faut alors s'intéresser aux pompes à chaleur. Si vous observez attentivement un climatiseur, nous l'associons généralement uniquement au refroidissement d'une pièce. En réalité, un climatiseur peut également fonctionner comme un excellent chauffe-eau et comme un système de chauffage d'espace avec un rendement de 300 à 400 % et il peut fonctionner même à des températures aussi basses que moins 10 degrés. Et l'aspect le plus intéressant est que vous pouvez transformer votre climatiseur en appareil de chauffage, presque sans aucun coût. Un climatiseur est composé d'une unité de condensation placée à l'extérieur et d'un évaporateur situé à l'intérieur. Si l'unité de condensation est placée à l'intérieur de la pièce et que l'évaporateur est installé à l'extérieur, votre système de chauffage est prêt. Je ne plaisante pas, les pompes à chaleur fonctionnent exactement selon ce principe. Tout d'abord, le compresseur comprime le fluide frigorigène, ce qui augmente sa pression et sa température. Ce fluide frigorigène chauffé circule ensuite dans le condenseur et si de l'eau est présente autour de celui-ci, elle se réchauffe facilement. Lorsque le fluide frigorigène cède sa chaleur à l'eau au niveau du condenseur, il redevient liquide. Ce liquide se dirige ensuite vers l'évaporateur où un détendeur est installé. Lorsqu'il traverse ce détendeur, sa température peut chuter jusqu'à moins 20 degrés.
Si la température extérieure est de moins 10 degrés, l'évaporateur extrait alors environ 10 degrés de chaleur de l'environnement, ce qui provoque l'évaporation du fluide frigorigène et sa transformation en gaz. Après cela, le fluide frigorigène retourne vers le compresseur, où la pression élève à nouveau sa température. De cette manière, le cycle se poursuit en continu. Grâce à ce système, l'eau peut être chauffée par le condenseur et l'installation peut également fonctionner comme un système de chauffage d'espace. Cependant, il existe encore une autre approche. Sans modifier ni le condenseur ni l'évaporateur, il est possible de faire fonctionner un climatiseur à la fois en mode chauffage et en mode refroidissement, en apportant seulement quelques modifications simples. Si cette demande est exprimée dans la section des commentaires, nous aborderons ce sujet en détail dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez désormais acquis une compréhension claire de tous les types de chauffe-eau. S'il subsiste la moindre confusion, n'hésitez pas à l'écrire dans la section des commentaires. Merci.